Pendant de nombreuses années, le nom de Paul Meuriat a résonné comme une évidence dans le paysage du cinéma français. Pour le public, il incarnait une forme d'élégance rare, presque intemporelle, mêlée à une autorité calme et une ironie subtile qui semblait toujours maîtrisée. À l'écran, chaque geste paraissait réfléchi, chaque regard porteur de sens, comme si rien n'était laissé au hasard. Pourtant, derrière cette image d'homme sûr de lui et parfaitement en contrôle, se cachait une trajectoire bien plus complexe, faite d'hésitations, de doutes et de bifurcations inattendues. Ce que peu de spectateurs savaient réellement, c'est que son parcours n'avait rien de linéaire. Avant de devenir l'un des visages les plus respectés du cinéma et du théâtre français, il avait connu l'incertitude, les débuts difficiles et même l'échec. Rien ne le prédestinait véritablement à la scène. Bien au contraire, tout dans son éducation semblait l'orienter vers une vie stable, loin des projecteurs et des risques liés au monde artistique. Son histoire est celle d'un homme qui a dû s'éloigner des attentes familiales, remettre en question ses propres choix et accepter de recommencer à zéro pour trouver sa véritable place. De ses débuts modestes dans des cabarets parisiens à ses rôles marquants dans des films devenus cultes, en passant par une carrière théâtrale exigeante, chaque étape de sa vie révèle une détermination silencieuse et une capacité rare à se réinventer. Mais ce qui rend son parcours encore plus fascinant, c'est la manière dont il a quitté la scène. Sa disparition soudaine a profondément marqué le monde artistique français, laissant derrière lui un vide que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme impossible à combler. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'histoire complète de cet acteur singulier. Une histoire faite de passion, de rencontres décisives, de succès tardifs et de moments de doute. Une histoire qui montre que derrière chaque grande carrière se cache souvent un chemin bien plus fragile qu'il n'y paraît. Une enfance loin des projecteurs. Bien avant de devenir une figure incontournable du cinéma français, Paul Meuriat a connu une enfance marquée par les déplacements, les contrastes culturels et une certaine instabilité qui allaient profondément influencer sa personnalité. Il voit le jour à Dunkerque, une ville portuaire animée du nord de la France, où le bruit des quais, le va-et-vient des navires et l'activité industrielle façonnent le quotidien. Ce décor, vivant et parfois rude, constitue le tout premier environnement du futur acteur. Son père, Théobald Fortuné Henri Meury, travaille dans le secteur bancaire, un univers structuré, exigeant et rigoureux. Sa mère, Germaine Céline Jédubé, veille sur le foyer. Dès le départ, tout semble indiquer que Paul grandira dans un cadre relativement classique, guidé par des valeurs de stabilité et de sérieux. Pourtant, cette stabilité apparente est rapidement remise en question par les mutations professionnelles de son père. Alors qu'il est encore très jeune, la famille quitte Dunkerque pour s'installer en Corse. Ce changement est radical. Là où Dunkerque était bruyante et industrielle, la Corse offre un tout autre visage, un rythme de vie plus lent, des traditions profondément ancrées, un certain éloignement des grands centres culturels comme Paris. Pour un enfant observateur, ce contraste est déterminant. Dans cet environnement plus calme, Paul développe une sensibilité particulière. Il observe, écoute, analyse. Il n'est pas encore acteur, mais il apprend déjà à regarder le monde avec attention. Cette capacité d'observation deviendra plus tard l'un des piliers de son jeu, lui permettant de capter les nuances des comportements humains avec une précision remarquable. Cependant, cette période insulaire, bien que formatrice, ne dure pas. La famille déménage à nouveau, cette fois vers Dijon. Ce retour sur le continent marque une nouvelle étape. Paul grandit, mûrit et commence à réfléchir à son avenir. Comme beaucoup de jeunes issus de milieux respectables, il est encouragé à suivre une voie stable, loin des incertitudes du monde artistique. L'idée de devenir acteur n'est alors ni évidente, ni même réellement envisagée. Dans l'esprit de son père, une carrière sérieuse doit reposer sur des bases solides et le domaine artistique est perçu comme trop aléatoire. Paul, influencé par ce cadre familial, s'oriente donc vers des études de droit à Aix-en-Provence. Ce choix semble logique. Le droit représente la sécurité, la respectabilité et une certaine forme de réussite sociale. Pendant ces années d'études, tout indique qu'il suit le chemin attendu. Il apprend, travaille, s'inscrit dans une trajectoire classique. À première vue, rien ne laisse présager qu'il abandonnera un jour cette voie. Après avoir terminé sa formation, il devient clerc de notaire. Le métier est sérieux, structuré et reconnu. Il consiste à gérer des dossiers, traiter des documents officiels et suivre des procédures précises. C'est une profession qui demande rigueur et discipline, des qualités que Paul possède indéniablement. Mais très vite, quelque chose ne fonctionne pas. Derrière cette apparente stabilité, un sentiment de vide s'installe. La routine quotidienne, répétitive et prévisible, commence à peser. Les journées se ressemblent, les tâches s'enchaînent sans véritable passion. Paul accomplit son travail, mais sans enthousiasme. Il ressent confusément qu'il n'est pas à sa place.
Ce malaise grandissant marque un tournant intérieur important. Car même s'il n'a pas encore clairement identifié sa vocation, il commence à comprendre que la sécurité ne suffit pas à combler un besoin plus profond. Il lui manque quelque chose d'essentiel, l'expression, la créativité, la liberté. C'est à ce moment-là que la scène fait une apparition discrète dans sa vie. Le soir, après ses journées de travail, il commence à chercher des échappatoires. Il fréquente des lieux où l'on chante, où l'on joue, où l'on interprète. Il découvre un univers totalement différent de celui du droit. Un univers où l'émotion, la présence et l'improvisation ont leur place. Peu à peu, il monte sur scène, d'abord timidement. Il participe à de petites revues musicales, des spectacles modestes qui n'ont rien de prestigieux. Les rôles qu'il obtient sont mineurs, parfois à peine remarqués. Mais pour lui, cela représente bien plus qu'un simple divertissement. C'est une révélation. Sur scène, il ressent quelque chose qu'il n'a jamais éprouvé dans son travail juridique. Une forme de liberté. Une énergie nouvelle. Il découvre le plaisir d'incarner, de jouer avec sa voix, d'occuper un espace face à un public, même restreint. Cette double vie s'installe alors. Le jour, il est clerc de notaire. Le soir, il explore un monde artistique encore fragile mais profondément attirant. Et plus le temps passe, plus l'écart entre ces deux univers devient difficile à ignorer. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité devient progressivement une nécessité. Le théâtre et la scène ne sont plus simplement une distraction. Ils deviennent une évidence intérieure, une direction qui ne peut plus repousser indéfiniment. Pourtant, franchir le pas signifie renoncer à la sécurité, affronter l'incertitude et potentiellement décevoir les attentes familiales. C'est un choix difficile, un véritable saut dans l'inconnu, mais c'est précisément ce moment de tension entre raison et passion qui va définir la suite de son parcours. Car Paul Meurry n'est pas encore l'acteur que le public connaîtra. Il est simplement un homme partagé entre deux vies, deux visions de l'avenir. Et bientôt, il devra choisir. Les débuts difficiles et le saut vers l'inconnu. Le moment où Paul Meurry décide de quitter définitivement la sécurité de sa carrière juridique marque une rupture profonde dans sa vie. Ce choix n'est ni impulsif ni facile. Il est le résultat d'un malaise persistant, d'un sentiment d'étouffement face à une routine qui ne lui correspond pas. Abandonner une profession stable pour poursuivre une voie artistique incertaine, surtout à cette époque, revient presque à défier les conventions sociales. Pourtant, malgré les doutes et les risques évidents, il prend une décision qui va tout changer. Partir pour Paris. La capitale française représente alors le cœur battant du spectacle, le lieu où se croisent acteurs, chanteurs, écrivains et metteurs en scène. C'est un espace d'opportunité, mais aussi de compétition intense où seuls les plus persévérants parviennent à se faire une place. Lorsqu'il arrive à Paris, la réalité le frappe rapidement. Contrairement à ce qu'il aurait pu imaginer, le monde artistique ne l'accueille pas à bras ouverts. Il n'est pas une exception. Chaque jour, des dizaines de jeunes artistes arrivent avec les mêmes espoirs, les mêmes ambitions. Beaucoup repartent aussi vite qu'ils sont venus. Les débuts de Meurry sont modestes, presque invisibles. Il enchaîne les petits engagements dans des théâtres de second plan, des music-halls et des cabarets. Les conditions sont souvent précaires. Les scènes sont petites, les publics parfois distraits et la reconnaissance quasi inexistante. Il lui arrive de se produire devant des spectateurs peu attentifs, voire indifférents. Mais malgré ces difficultés, il persiste. Ce qui commence à le distinguer progressivement, c'est son style. Là où la plupart des chanteurs de cabaret cherchent à séduire immédiatement le public avec des performances énergiques et expressives, Meurry adopte une approche totalement différente. Il chante des morceaux légers et entraînants, mais d'une manière lente, presque détachée. Sa voix est posée, mesurée, parfois même volontairement froide. Il ne surjoue pas. Il ne cherche pas à provoquer des réactions faciles. Au contraire, il installe une distance, une forme d'ironie subtile qui intrigue autant qu'elle déstabilise. Ce contraste crée un effet étrange. Le public ne sait pas toujours comment réagir. Certains rient, d'autres restent perplexes. Mais une chose est sûre, on ne l'oublie pas facilement. Dans un univers où beaucoup d'artistes se ressemblent, cette singularité devient progressivement un atout. Cependant, l'originalité ne suffit pas à garantir le succès. La vie de cabaret reste instable. Les revenus sont irréguliers, les opportunités rares. Il traverse des périodes de doute intense. Il lui arrive de se demander s'il n'a pas commis une erreur en quittant une carrière stable pour un avenir aussi incertain. À certains moments, l'idée de renoncer devient très concrète. Il envisage sérieusement de retourner à Aix-en-Provence, de reprendre une vie plus sécurisée. Il pense même à demander de l'aide financière à son père pour financer ce retour. Cette hésitation montre à quel point la situation est fragile.
car derrière l'image de l'artiste persévérant, il y a un homme confronté à la peur de l'échec. Mais quelque chose le retient. Malgré les difficultés, malgré les doutes, il continue de monter sur scène. Nuit après nuit, il affine son style, développe sa présence, apprend à capter l'attention sans effort apparent. Il ne le sait pas encore, mais ces années difficiles sont en train de construire les fondations de ce qui deviendra sa signature artistique. C'est aussi durant cette période qu'il développe une qualité essentielle, la maîtrise. Contrairement à d'autres artistes qui misent sur l'émotion brute, Murray apprend à contrôler chaque geste, chaque intonation. Il comprend que le silence peut être aussi puissant que la parole, que la retenue peut créer une tension plus forte que l'exagération. Ces éléments, encore discrets à ce stade, deviendront plus tard les caractéristiques principales de son jeu d'acteur. Mais pour l'instant, il reste un artiste en devenir, en quête de reconnaissance. Les années passent, et même si son nom commence à circuler dans certains milieux, il n'a pas encore trouvé sa véritable place. Il est connu, mais pas célèbre. Apprécié, mais pas incontournable. Et c'est précisément à ce moment d'incertitude qu'un événement décisif va survenir. Une rencontre. Dans le monde artistique, certaines rencontres changent tout. Elles redéfinissent une trajectoire, ouvrent des portes inattendues, révèlent des potentiels insoupçonnés. Pour Paul Murray, cette rencontre sera déterminante, car parfois, il suffit qu'une seule personne voie en vous ce que vous-même n'avez pas encore pleinement compris. Et cette personne, dans son cas, n'est autre que Édith Piaf. À ce moment-là, elle est déjà en train de devenir une figure majeure de la chanson française. Son instinct artistique est reconnu, sa capacité à détecter le talent est presque légendaire. Lorsqu'elle croise la route de Murray, elle perçoit immédiatement quelque chose de différent chez lui. Mais ce qu'elle voit ne correspond pas forcément à ce qu'il croit être. Car là où lui s'accroche encore à une carrière de chanteur, elle entrevoit une autre voie. Une voie plus exigeante, mais aussi plus adaptée à sa personnalité, à sa voix, à sa présence. Une voix qui va tout bouleverser. À ce stade de sa vie, Paul Murray se trouve donc à un carrefour décisif. Il a quitté la sécurité, affronté l'incertitude, développé un style unique, mais il n'a pas encore atteint la reconnaissance qu'il espérait. Tout peut encore basculer. Et ce qui va suivre ne sera pas simplement une évolution, mais une transformation complète de son identité artistique. La rencontre décisive qui change tout. À ce moment charnière de sa vie, Paul Murray est encore en quête de lui-même. Il a quitté une carrière stable, affronté les difficultés du monde du cabaret et développé un style singulier, mais il n'a pas encore trouvé la voie qui lui permettra de s'imposer durablement. Il avance, certes, mais sans véritable direction claire. C'est alors qu'une rencontre va bouleverser son destin de manière irréversible. Cette rencontre, c'est celle avec Édith Piaf. Lorsqu'ils se croisent pour la première fois à Paris, Piaf est déjà en train de devenir une figure incontournable de la scène musicale française. Sa voix, son intensité et son charisme fascinent. Mais au-delà de son talent d'interprète, elle possède un instinct remarquable pour reconnaître le potentiel chez les autres. Et lorsqu'elle observe Murray, elle perçoit immédiatement quelque chose de particulier. Leur relation évolue rapidement, dépassant le simple cadre professionnel. Pendant environ 2 ans, ils partagent une période à la fois artistique et personnelle, marquée par une proximité forte. Cette relation joue un rôle crucial dans le développement de Murray, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'individu. Cependant, ce qui rend cette relation encore plus déterminante, c'est l'honnêteté de Piaf. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, elle ne cherche pas à encourager Murray dans la voie qu'il suit déjà. Elle ne lui dit pas qu'il deviendra un grand chanteur. Au contraire, elle adopte une position lucide, presque brutale dans sa sincérité. Elle reconnaît chez lui des qualités indéniables, intelligence, présence, charisme. Mais selon elle, le chant n'est pas le domaine où ces qualités pourront pleinement s'exprimer. Ce constat aurait pu être décourageant. Après tout, Murray a consacré plusieurs années à tenter de percer dans cet univers. Accepter cette idée revient à admettre qu'il doit repartir de zéro. Et pourtant, cette vérité devient un tournant. Car Piaf ne se contente pas de critiquer. Elle propose une alternative. Elle l'encourage à se tourner vers le théâtre, vers le métier d'acteur. Selon elle, son phrasé particulier, sa voix posée et sa manière d'occuper l'espace correspondent parfaitement aux exigences de la scène dramatique. Au début, cette idée n'est pas évidente à accepter. Changer de voie signifie abandonner les efforts déjà fournis, affronter une nouvelle fois l'inconnu et se confronter à un univers encore plus exigeant. Le théâtre demande une discipline rigoureuse, une précision constante, une capacité à captiver sans artifice. Mais Murray commence à réfléchir. Il repense à son style de chant, à cette tenue qui le distingue déjà.
Il réalise que ce qu'il considère comme une faiblesse dans le cabaret pourrait en réalité devenir une force dans le jeu d'acteur. Peu à peu, l'idée fait son chemin. Et bientôt, une opportunité concrète se présente. Au Théâtre des Bouffes parisiens, un projet est en préparation sous la direction de Jean Cocteau. La pièce s'intitule Le Bel Indifférent, une œuvre particulière centrée sur une femme qui parle sans relâche à un homme silencieux. Et cette femme est interprétée par Édith Piaf elle-même. Meury, de son côté, est choisi pour incarner cet homme presque muet, un personnage qui répond très peu, mais dont la présence est essentielle. Le rôle est atypique, exigeant. Il ne repose pas sur des tirades ou des démonstrations émotionnelles, mais sur la retenue, le silence et la maîtrise. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité parfaite, car ce rôle correspond exactement à ce que Piaf avait perçu en lui. Sur scène, Meury doit apprendre à exister sans parler, à transmettre par le regard, par la posture, par des gestes infimes. Il doit abandonner les habitudes du cabaret pour adopter une approche beaucoup plus subtile. Et c'est là que quelque chose de fondamental se produit. Il découvre sa véritable force. Sa capacité à capter l'attention sans effort apparent, à imposer une présence calme et puissante, devient évidente. Le public ressent cette autorité silencieuse. Les critiques commencent à remarquer ce nouveau venu qui ne ressemble à aucun autre. Pour la première fois, Paul Meury n'est plus perçu comme un chanteur original, mais comme un acteur à part entière. Cette transformation est rapide, presque spectaculaire. Le théâtre agit comme un révélateur. Il met en lumière des qualités qui étaient jusque-là mal exploitées. Meury comprend enfin où se situe sa place. Mais alors que tout semble enfin s'aligner, l'histoire vient interrompre cet élan. L'Europe est au bord du conflit. Et bientôt, comme beaucoup d'hommes de sa génération, il est mobilisé. La guerre éclate, bouleversant non seulement les vies individuelles, mais aussi l'ensemble du monde culturel. Les théâtres ferment, les productions sont suspendues, les carrières mises en pause. Pour Meury, cette interruption est brutale. Il doit laisser derrière lui cette nouvelle identité qu'il commence à peine à construire. Tout ce qu'il a commencé à bâtir est suspendu, incertain. Mais malgré cette coupure, quelque chose a changé de manière irréversible. Il n'est plus le même. Il a trouvé sa voie. Et même si la guerre ralentit son ascension, elle ne pourra pas effacer ce qu'il a découvert sur scène. Lorsqu'il reviendra, il ne sera plus un artiste en quête de direction. Il sera un acteur prêt à s'imposer. Le retour est la lente ascension au cinéma. Lorsque la guerre prend fin et que la vie culturelle reprend progressivement en France, Paul Meury revient dans un monde profondément transformé. Les priorités ont changé, les structures artistiques doivent se reconstruire, et le cinéma français, comme le théâtre, tente de retrouver son souffle après des années de perturbations. Pour Meury, ce retour n'est pas simplement une reprise. C'est une seconde naissance artistique. Car contrairement à la période précédant la guerre, il ne revient pas comme un artiste hésitant ou en recherche. Il revient avec une identité plus claire, forgée par son expérience au théâtre, notamment grâce à Édith Piaf et à la pièce Le Bel Indifférent. Il sait désormais ce qu'il peut offrir. Une présence maîtrisée, une intensité contenue, une autorité silencieuse. Mais malgré cette clarté nouvelle, la réalité reste difficile. Le cinéma ne lui ouvre pas immédiatement ses portes en grand. Comme beaucoup d'acteurs de l'époque, il doit commencer modestement. Ses premiers rôles à l'écran sont secondaires, parfois discrets, et ne lui permettent pas encore de se démarquer pleinement. Cependant, ses débuts ont une importance capitale. Ils lui permettent d'apprendre un nouveau langage, celui de la caméra. Contrairement au théâtre, où le corps et la voix doivent porter jusqu'au fond de la salle, le cinéma exige une précision extrême. Le moindre regard, le plus petit mouvement, peuvent avoir un impact considérable. Pour un acteur comme Meury, dont le style repose déjà sur la retenue, cette transition devient une opportunité. Il comprend rapidement que son approche naturelle correspond parfaitement aux exigences du cinéma. Là où d'autres doivent apprendre à se contenir, lui possède déjà cette économie de gestes. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Il sait créer de la tension dans le silence, transmettre une émotion sans la montrer de manière évidente. Peu à peu, les réalisateurs commencent à le remarquer. Ils voient en lui un acteur différent, capable d'apporter une profondeur particulière à des rôles qui pourraient sembler ordinaires. Sa voix posée, sa diction précise et son regard pénétrant deviennent ses principaux atouts. Mais ce qui intrigue surtout, c'est son ambivalence. Meury peut paraître rassurant, puis soudain inquiétant, charmant, mais distant, accessible, mais insaisissable. Cette dualité attire l'attention des cinéastes qui cherchent à explorer des personnages complexes situés entre le bien et le mal. C'est dans ce contexte qu'un film va marquer un tournant important, Macadam. Dans ce projet, Meury incarne un criminel. Un rôle qui pourrait, chez un autre acteur, être traité de manière expressive,
voire exagéré. Mais fidèle à lui-même, il adopte une approche totalement opposée. Il joue la retenue. Son personnage ne s'impose pas par la violence ou les éclats émotionnels, mais par une froide maîtrise de lui-même. Chaque geste est mesuré, chaque parole calculée. Cette manière d'interpréter crée une tension particulière, presque dérangeante. Le public ressent que quelque chose se cache sous la surface. Et c'est précisément cette sensation qui rend sa performance mémorable. Avec ce rôle, Murray commence à se faire un nom dans le cinéma français. Il ne devient pas immédiatement une star, mais il s'impose comme un acteur à suivre. Un interprète capable d'apporter une dimension supplémentaire à ses personnages. À partir de ce moment, les propositions évoluent. On lui confie de plus en plus de rôles liés à l'autorité. Policier, enquêteur, homme de loi, figure disciplinée évoluant dans des univers moralement ambigus. Ce type de personnage correspond parfaitement à son image. Dans les années qui suivent, notamment à la fin des années 1940 et au début des années 1950, il apparaît régulièrement à l'écran. Il construit progressivement une identité claire, celle d'un homme posé, intelligent, mais toujours légèrement énigmatique. Sa diction devient l'une de ses signatures. Elle est précise, presque chirurgicale. Chaque mot semble peser, réfléchi. Il ne parle jamais trop vite, ne s'emporte jamais inutilement. Cette maîtrise renforce l'impact de ses dialogues. Même les répliques les plus simples prennent une dimension particulière. Et le public commence à le reconnaître. Pas forcément comme une vedette flamboyante, mais comme une présence fiable, constante, intrigante. Un acteur dont on se souvient, même après la fin du film. Cette période est essentielle, car elle définit l'image qui va le suivre pendant des décennies. Paul Murray devient associé à un certain type de personnage, des hommes en apparence calmes, mais capables de révéler une profondeur inattendue, parfois sombre. Ce style correspond parfaitement à l'évolution du cinéma français de l'après-guerre, qui s'intéresse de plus en plus aux drames psychologiques et aux zones grises de la moralité. Mais ce qui distingue encore Murray de nombreux acteurs de son époque, c'est qu'il ne se limite pas au cinéma. Parallèlement à sa carrière à l'écran, il continue de travailler au théâtre. Et pour lui, ce n'est pas un simple complément. C'est une nécessité. La scène lui offre une liberté que le cinéma ne peut pas toujours lui donner. Elle lui permet d'explorer des rôles plus complexes, de développer des personnages sur la durée, de maintenir un lien direct avec le public. Il refuse de choisir entre les deux mondes. Au contraire, il les utilise comme des terrains complémentaires. Le théâtre nourrit sa précision, sa discipline, sa présence. Le cinéma lui permet de diffuser son image à plus grande échelle, d'atteindre un public plus large. Cette double activité renforce sa crédibilité artistique. Et progressivement, sa réputation grandit. Il commence à travailler avec des auteurs reconnus, à participer à des productions plus ambitieuses. Il ne se contente plus d'accumuler de l'expérience. Il commence à construire une véritable carrière. Mais malgré cette progression constante, la reconnaissance internationale reste encore à venir. Il est respecté en France, apprécié par les professionnels, identifié par le public. Mais il lui manque encore un rôle. Un rôle capable de marquer les esprits durablement. Un rôle qui dépasserait les frontières. Et ce rôle, il est sur le point d'arriver. Et voilà, c'était le parcours fascinant de Paul Murray. Un homme dont l'élégance, la maîtrise et la discrétion marquaient à jamais le cinéma et le théâtre français. De ses débuts modestes en cabaret jusqu'au rôle culte au cinéma, chaque étape de sa vie raconte une leçon de persévérance et de passion pour l'art. Si cette plongée dans la vie de Murray vous a inspiré ou surpris, laissez un petit like et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables d'acteurs légendaires et de coulisses du cinéma. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel rôle de Paul Murray vous a le plus marqué.